dis bonjour à tous ceux qui sont connectés. Aujourd'hui, j'ai un nouvel invité, Madame Nicole Toumba-Boacha, qui est secrétaire fédérale adjointe de l'UNC Belgique, avec qui nous allons parler de la période post-électorale. Bonjour. Bonjour madame. Alors pour commencer, pourquoi l'UNC? Pour moi, c'était un choix tout à fait évident. Je ne pouvais pas hésiter à l'appel du président Vital Kamerhe quand il a décidé de créer son mouvement et qu'il était à la recherche de gens dynamiques, des femmes et des hommes qui pouvaient être en mesure de porter au plus loin la vision qu'il avait pour le pays. Donc pour moi, le connaissant depuis toujours, je me suis dit non, pourquoi pas faire l'aventure avec lui, tout simplement. Alors en 2006, l'actuel président de l'UNC nous a présenté un président, le actuel Kabila, comme le président de la paix. Donc voter Kabila, c'est vouloir la paix. Il était perçu comme le pacificateur, surtout pour la région de l'Est. Mais par rapport à ça, et aujourd'hui, il est à l'opposition, finalement. Justement, il est dans l'opposition. Pourquoi? Parce que tous ceux qu'ils avaient mis ensemble pour justement pacifier le pays, tous ceux qu'ils avaient mis ensemble, je veux dire, donc Kabila et Kamerhe avaient mis ensemble, excusez-moi, pour pouvoir faire sortir le pays de la crise, eh ben ça s'est avéré un échec. Donc ça n'a pas fonctionné comme cela était convenu. Surtout que M. Kamerhe s'est trouvé dans une situation où il y avait une existence d'un gouvernement parallèle qui lui échappait complètement. Vous vous rendez compte? Donc le matin vous décidez que ça sera A et le soir vous revenez c'est B. Contre toute attente vous dites mais c'est pas comme ça qu'on s'était entendu pour pouvoir justement suivre le chemin qu'on avait choisi. Et ben il en a eu marre, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il a dit ok basta, j'en ai marre, je m'en vais et je crée mon mouvement qui pourra respecter sa vision des choses, excusez-moi. Ce qui sous-entend aujourd'hui que ce n'est plus le candidat pour la paix, ce n'est plus le pacificateur en final. Absolument pas, ce n'est plus le candidat de la paix, ce n'est plus le candidat parce que sinon pourquoi est-ce qu'il y a encore une résurgence là-bas à l'Est des problèmes de violence et d'insécurité? Donc, vous l'avez si bien dit, ce n'est pas le candidat de la paix. L'opinion publique parle de lui comme le chef de l'opposition. Vous en pensez quoi? C'est un choix judicieux et cohérent. Pourquoi? Parce que il faut mettre à l'actif de monsieur Vital Kamerhe la constance dans ses propos, la vision qu'il a pour le pays. En tout cas, il n'est pas allé à gauche ni à droite. Il est resté constant dans tout ce qu'il a toujours dit. En fait, il a une grande vision, comme je l'ai dit, pour le pays, pour faire sortir le pays de la crise. Donc, ce qu'il a fait pendant les élections, avant les élections, pendant les élections, après les élections, il est resté cohérent jusqu'au bout et continue à se battre. Les faits sont là. On peut le juger sur les faits. Et moi, je crois que le fait de le choisir comme chef de file de l'opposition, en tout cas, c'est un choix judicieux. Nous vous avons à nos côtés. Dites-nous, c'est quoi sa vision au final? C'est quoi sa vision? C'est remettre l'homme au centre de la vie du Congo, c'est-à-dire remettre les valeurs humaines dans la vie du Congo. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire abolir les anti-valeurs qui se sont érigées en système de valeurs. C'est-à-dire, je vous donne un exemple concret pour ceux que je connais le mieux. Par exemple, pour la magistrature, parce que j'ai été magistrat, substitut du procureur au parquet de grande instance de Gombe, nous avons érigé, je dis nous, parce que nous étions là, il y avait un système je ne vais pas appeler ça le mot corruption, mais nous avons tellement été... Bon, c'est le mot qu'il faut, mais je peux vous montrer l'antivaleur, c'est quoi? Nous avons banalisé le mot corruption en le transformant en un néologisme qui y est les remerciements. Donc, c'est-à-dire, le justiciable qui venait au parquet venait remercier le magistrat pour bon service. En fait, ce remerciement-là, c'est en fait une corruption. Mais c'était tellement ancré, tellement habituel, que cette anti-valeur, parce que c'en est une, est devenue une valeur, et qu'on s'en offusque même pas. Nous, à l'UNC, nous voulons que de telles pratiques puissent s'arrêter. Et je ne parle pas seulement de la magistrature, dans les autres institutions aussi. Chez les médecins, dans le corps professoral, parce que c'est les antivaleurs partout. Donc, remettre les valeurs profondes, intrinsèques, humaines, au cœur de la société congolaise. Et c'est un système qui est mis en place depuis des années.
C'est un système aujourd'hui. Mais franchement, vous pensez y arriver? Le système, tout système est difficile à déraciner. Ça, je vous le concède. Mais c'est en luttant, en ne se fatiguant pas de marteler chaque jour, en faisant la promotion des valeurs, donc des signes positifs, des aspects positifs que l'être humain peut dégager, en le disant constamment sans arrêt, je crois qu'on peut changer. Je ne dis pas que c'est facile, mais on peut y arriver. Mais je pense qu'il ne suffit pas seulement de le dire. Il faudrait qu'il soit payé pour que ce système-là soit quand même déconstruit. Sinon, on ne peut pas casser un système si les gens ne sont pas payés. Bien sûr, les gens ne sont pas payés. Pourquoi? Parce que c'est un système justement voulu, entretenu par ceux qui veulent que ce système reste. Mais nous, justement, on ne veut plus que ça soit entretenu. C'est entretenu. Vous pensez que les magistrats, pour revenir à la qualité de magistrat, vous pensez que les magistrats sont contents d'aller se faire corrompre comme ça? Non. Mais c'est le système qui est voulu ainsi. La politique qui a été placée à la tête de déjà depuis l'époque de Mobutu fait qu'on ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, on se dit, mais tout ça, la ligne. Tout ça, l'État, tout ça, d'ailleurs, moi je me souviens très bien que quand vous n'étiez pas dans le mouvement, dans ce système-là, on vous traitait de poltron, de poule mouillée, que jamais tu n'auras de richesse. Voilà, c'est ça que nous voulons détruire à l'UNC. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs partis politiques. Donc, il y a l'UDPS, il y a le MLC, il y a le PPRD, je parle des grands partis politiques. Quelles sont les relations que l'UNC entretient avec les autres? Des relations fraternelles, conviviales et de respect mutuel. Nous et le MLC et le DPS, nous entretenons de bonnes relations, c'est-à-dire que nous essayons tant que faire se peut de mettre des stratégies pour faire valoir les idées de l'opposition pour faire face justement au poids du pouvoir en face. Et pour votre gouverne, nous déjà ici dans la diaspora, avec mon collègue du MLC, M. Mbungani, nous avons monté un forum dans lequel nous invitons tout l'espace de la diaspora congolaise pour venir discuter, réfléchir sur les voies et moyens qu'on peut prendre pour sortir, pour apporter notre pierre à l'édifice, quoi. Et ces réunions se tiennent ici depuis combien de temps déjà? Ça fait à peu près, disons, quand j'ai rejoint le groupe, j'ai rejoint le groupe il y a 2 mois maintenant, mais je sais que ça existait déjà depuis pas mal d'années. Est-ce que vous avez des résultats? Les résultats sont en train de se mettre en place parce qu'il y a une forte adhésion maintenant. Avant, c'était timide, mais maintenant, de plus en plus. Je peux vous dire que c'est une toute petite pièce, quelque part à Louise ici, mais on a du monde, alors de tous bords, des politiciens, des indépendants, des gens de la société civile, des militaires, des combattants. Nous venons tous là pour parler, mais sans embâche, sans retenue de ce qu'on pense pour le pays. Et vraiment dans le respect mutuel de chacun. Au final, vous n'avez eu que 19 sièges, mais que comptez-vous faire avec 19 sièges? Faire entendre notre voix, tout simplement, parce que ce n'est pas la quantité qui fait l'hémicycle, mais la qualité. Et si vous avez des parlementaires de qualité, qui savent dire des choses cohérentes, qui savent soutenir les amendements, les motions, je crois que, même si vous n'êtes pas nombreux, vous pouvez faire bouger les choses. Et c'est ça que nous voulons, faire bouger les choses, même en minorité. La vraie question, c'est les provinciales et locales et sénatoriales. Mais est-ce que vous avez mis un mécanisme pour qu'il n'y ait plus de la triche, pour que les choses se passent bien, comme vous le voulez cette fois-ci? Le mécanisme, c'est d'abord de dénoncer le caractère léger du bureau de la CENI, de cette institution-là. Nous présenterons des candidats au provincial, au sénatorial, au local de janvier 2013 à l'unique condition d'une restructuration profonde du bureau de la CENI. Aux législatives, nous avions dénoncé ça n'a pas marché. Vous savez pourquoi? On va pas refaire l'histoire. Nous siégeons, nous avons fait le choix de siéger par respect pour nos électeurs et aussi pour avoir la qualité de parlementaire afin de pouvoir faire des lobbies et être une interface compétent par rapport à d'autres institutions internationales ou nationales qui viendraient pour discuter. Simplement pour si la majorité présidentielle ne veut pas justement de la restructuration, qu'allez-vous faire? Mais à ce moment-là, il aura des comptes à rendre
à la communauté internationale qui aussi exige cette restructuration. Le rapport de la mission d'observation des électorales de l'Union européenne a, dans ses prétentions, dans ses recommandations, demandé qu'il y ait restructuration profonde de la CENI. Et je crois qu'ils sont quand même plus ou moins tenus à le faire. S'ils veulent continuer à recevoir de l'aide ou bien des rapports diplomatiques, on va dire, sains, avec l'opinion, enfin avec la communauté internationale. Donc, ils ont tout intérêt à suivre les recommandations. Alors, dites-nous votre avis par rapport à ce rapport. Moi, je dis que c'est un rapport déclaratif. Tout ce qui est écrit dans ce rapport n'est pas nouveau. Déjà en 2006, quand M. Bemba était candidat aux élections, on avait déjà dénoncé des formes de tricherie. Il y avait déjà des tricheries. De 2011, c'était flagrant. C'est pour ça que la communauté internationale s'est vite saisie, parce que c'était trop notoire. C'était notoire et flagrant. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Vous avez dénoncé, vous avez démontré que c'était irrégulier et frauduleux. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est ça, qu'est-ce qu'on va en faire? Bon, d'accord, on va jouer le jeu. Bon, nous sommes une mission d'observation, on n'entre pas dans la gestion quotidienne des choses, donc on vous exhorte à changer, mais on ne se mêle pas trop. Une forme d'hypocrisie et une forme d'ambiguïté. Bon, c'est pas grave, c'est la communauté internationale. À chacun son boulot. À chacun son boulot. Quitte à nous maintenant de saisir la balle au bon, on va dire, le quitus de la communauté internationale en déclarant qu'il y a eu des irrégularités. On le prend, c'est notre cheval de bataille, et on se bat avec. Vous n'avez pas eu gain de cause? Ben non, on a gain de cause dans le sens où, ça s'entend, gain de cause dans le sens où déjà la mission européenne a reconnu, donc c'est une forme de gain de cause, parce que nous avions déjà dénoncé avant la mission européenne. Vous, on vous a dit non. Enfin, vous, le Congo, vous a dit non. Comment ça, vous a dit non? N'a pas reçu votre... vous avez été répondu défavorablement, on va dire. L'UNC c'est l'UNC qui est allé en justice. Oui, l'UNC est allé en justice, justement, grâce à ce que la Constitution nous permet d'aller, de se pouvoir, de faire une requête en demande d'annulation en cas de contestation des résultats. Nous sommes allés, mais nous n'étions pas dupes. Oh non, madame, nous n'étions pas dupes. Nous savions très bien que ça n'allait pas avoir gain de cause, mais il fallait être logique jusqu'au bout, jouer le jeu jusqu'au bout, pour montrer à la communauté internationale que nous ne sommes pas anti-légales, que nous ne sommes pas anticonstitutionnels. On va épuiser toutes les formes de recours, mais on va vous montrer que même si on le fait, il y a quand même tricherie et trucage. Donc, on vous laisse juge, on joue le jeu, on va en recours, mais vous verrez que ce recours ne donnera rien, et ça nous a donné raison. Le recours n'a rien donné. D'accord, vous êtes une femme politicienne, mais que pensez-vous de la place de la femme elle-même dans la politique congolaise? Faible. Je le dis sincèrement, et ça ne me fait pas plaisir de le dire, parce que je crois que nous avons beaucoup de femmes énergiques. Nous avons beaucoup de femmes qui en ont. Vous, par exemple. Moi. Et bien d'autres de nos sœurs qui sont capables de porter leur voix. Mais c'est une société d'hommes. C'est une société, j'allais pas dire de macho, non, c'est pas vrai, c'est pas ça. L'espace de la femme est là, mais elle n'est pas suffisamment mise en exergue, n'est pas suffisamment relevée. C'est à nous, les femmes, de prendre conscience de nos potentialités afin de nous imposer. Parce qu'il n'est pas normal que dans des échéances comme des élections, il n'y ait pas de femmes. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas normal pour un pays qui compte autant de femmes et intellectuelles. Et non seulement intellectuelles, mais des femmes braves, des femmes des moments paysannes. On a toutes les formes de femmes. Est-ce que ça changerait quelque chose? Comment? Pourquoi pas? Il y aura en tout cas la balance plutôt. Il y aura en tout cas un équilibre, la fameuse parité. Il y aura ça, puisque nous adhérons aux principes démocratiques. Les principes démocratiques veulent aussi qu'il y ait une forme de parité dans la gestion quotidienne de la chose publique. Il faut qu'il y ait des femmes. Il n'y en a pas, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et nous militons aussi pour qu'il y ait des femmes. C'est pour ça que moi, un de mes engagements aussi dans l'UNC, c'est aussi montrer que ce n'est pas que l'affaire d'hommes. Les femmes, nous sommes là aussi.
Parlons des femmes. Pendant que le président de l'UNC était président de l'Assemblée et secrétaire du PPRD, les femmes étaient violées à l'est du pays. Les femmes ont subi des sévices, tout un tas de choses sur la personne de la femme dénigrée, la femme qui nourrit, qui éduque. Elle n'était rien dans ce tronçon du pays. Mais entre-temps, votre président qui conteste, il était à l'époque comme un président de l'Assemblée. Si vous vous souvenez bien de l'histoire, M. Kamere a été un brillant chef de l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale. Il a dénoncé ça. Il a fait des interpellations. Les ministres, les ministères, les cabinets concernés par ce problème, de la défense, de la politique intérieure, il y a eu des interpellations par rapport à ces choses-là. Mais on ne l'a pas écouté. On ne l'a pas écouté. Il a de l'Assemblée. De l'Assemblée nationale. Il devait s'imposer. Mais comment voulez-vous vous imposer quand il y a des dimensions obscures que lui-même ne peut pas contrôler? Vous comprenez? Donc lui, il fait son boulot. Il fait son boulot d'interpellation, de dénonciation, mais il vous interpelle. Vous parlez aux yeux des caméras, aux yeux du monde. Vous dites que vous allez le faire et derrière, vous ne faites rien. Mais dites-moi, il n'est quand même pas magicien, hein? Peut-être pas suffisamment dénoncé parce que ça continue. Non, il l'a fait. Il a tellement fait qu'on a fomenté quelque chose contre lui pour le faire démettre de son perchoir. Vous vous souvenez pourquoi, les raisons pour lesquelles il a quitté le perchoir? Il a dénoncé l'entrée, il a dénoncé le fait qu'il y ait une intervention des militaires rwandais et tout ça. Donc il n'était pas, en tout cas, il n'était pas averti. Il a simplement osé dire qu'il n'était pas au courant de ça. Vous avez vu ce qui s'est passé. Et on a voulu le démettre. Il a dit non, moi c'est le peuple qui m'a élu. Puisque le peuple m'a élu, je dois rendre des comptes qu'au peuple. C'est pas le pouvoir en face qui va m'enlever. Il y a eu 58 jours de paralysie. Et c'est après les 58 jours, quand à la fin de la législature, qu'il a montré sa démission. Il a démissionné après 4 ans. Mais peu importe, il a pris conscience. Il ne peut rester qu'un an. Justement, il a démissionné parce qu'il en avait marre. Il ne pouvait pas continuer dans un système dans lequel il ne se reconnaissait plus. On ne va pas lui reprocher ça quand même. Il ne va pas continuer à être hypocrite parce qu'il ne l'est pas. La preuve, il résiste. Vous savez que M. Tshisekedi veut qu'on lui donne l'impérium pour diriger le pays. Et quelle est votre position par rapport à sa vision à lui du Congo même, de ce qui se passe, de ce qu'il voudrait? Donc je ne vais pas trop parler de M. Tshisekedi parce que d'abord c'est pas mon parti. Nous à l'UNC nous n'avons pas l'habitude de parler des cuisines des autres. Donc je ferai pas beaucoup de commentaires sur ça. Je dis simplement que Papa Tshisekedi est un papa respectueux. C'est un grand opposant, un grand homme avec une grande vision pour le pays, qui s'est battu pour le pays. Et juste pour ça, on lui doit un profond respect et des remerciements pour ce qu'il a fait et ce qu'il continue à faire. Mais si vous me parlez de sa vision, l'impérium et tout ça, je ne suis pas de son parti politique, je ne peux pas, je ne suis pas habilitée. Vous cohabitez bien? Nous cohabitons, c'est vrai, nous cohabitons, nous avons des stratégies, mais nous ne faisons pas partie de la cuisine interne, donc je ne peux pas. C'est comme si vous allez demander à quelqu'un du DPS de parler de la cuisine interne de l'UNC, je ne pense pas qu'il le fera comme ça, donc je ne pourrais pas répondre à votre question de façon, voilà. Le Congo est par terre. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Hein. Ça fait partie des pays les plus pauvres du monde. Il n'y a pas de courant dans la plupart, dans la moitié même du pays, même si ce n'est pas le pays entier. On n'a pas d'eau. On n'a pas droit à tout ce qui est le minimum et vital pour l'homme. Le Congolais est fatigué de tous ces hommes instruits qui viennent et vaillent dans tous les sens du Congo. Il veut le pragmatisme. Celui qui est là, qui agit. Qu'est-ce que l'UNC va nous emmener qu'on n'a pas déjà vu? Qu'est-ce qu'il va nous dire qu'on n'a pas déjà entendu? D'abord, on n'invente plus rien. Ok? On n'invente plus rien. Tout a déjà été fait, tout a été déjà dit. C'est simplement dans la manière de restituer ce qui a déjà été fait, dans la manière de pouvoir mettre en œuvre, mettre en application ce qu'on a envie de faire. C'est ça qui sera différent.
Donc, même si on a déjà entendu que voilà, si vous mettez, ça sera comme ça, donc les vœux, c'est vraiment les faits, mais c'est dans la façon de le faire. La stratégie, la stratégie qu'on utilisera pour appliquer ça, je crois que c'est ça la différence. Et l'UNC a une stratégie pour le faire, mais pour ça, il faut qu'il soit au pouvoir. Mais il a déjà 19 sièges, il peut déjà parler. Absolument, il va parler. Il peut déjà agir aussi. Mais bien sûr, je vous l'ai dit, je vous ai démontré qu'avec le petit nombre qui est là, la qualité de ce qu'il dira, la qualité des amendements, la qualité des motions fera toute la différence. Je veux que vous nous donniez un programme précis. Quel est le véritable programme précis de l'UNC au final? Qu'est-ce que vous voulez dire par programme précis de l'UNC? Qu'est-ce que l'UNC apporte maintenant, concrètement? C'est ça. D'abord, l'UNC apporte le dynamisme d'un parti politique, on va dire jeune, parce que ça fait simplement une année qu'il existe. Il a des idées nouvelles qu'il aimerait mettre en pratique, de 1. De 2, l'UNC entend avec la force qu'elle a, changer. Je reviens encore à mon propos des valeurs, parce que ça nous tient à cœur. Entend distiller dans la tête de chacun, dans la tête de toutes les personnes, de tous les Congolais, ce petit sérum de valeurs pour un vrai changement. C'est ça le programme. En fait, le programme n'est pas sorcier, n'est pas secret. C'est simplement un programme pour remettre l'homme et ses valeurs au milieu. C'est simplement ça. Ce n'est pas, il n'y a pas de mot magique par rapport à ça. C'est le programme du lycée est là. Mais parce que si je vous dis que c'est infrastructure, remettre l'école en place, vous allez me dire, bon, on a déjà entendu ça, Madame Nicole. Je vous dis, bon, alors on a entendu ça. Ça fait plus de 10 ans. Voilà. Alors c'est dans la façon, dans la manière d'appliquer ça qui va montrer la différence. Donc vous, en tant que secrétaire fédéral adjoint de l'UNC, quel est votre programme à vous? En tant que femme aussi. En tant que femme, ce n'est un secret pour personne. Si je vous dis que si on fait la politique, c'est pour le pouvoir. Et pas le pouvoir pour le pouvoir. Moi, je crois qu'avec la petite expérience que j'ai eue en tant que magistrat, les quelques drames, les quelques déceptions que j'ai connues par rapport à cette institution-là, j'espère vivement, avec le peu d'énergie que j'ai, si on arrive un jour au pouvoir, et je l'espère, apporter le changement que j'estime nécessaire par rapport à ce que j'ai vécu, par exemple. Donc, moi, en tant que femme, je voudrais d'abord montrer aux yeux du monde, aux yeux de notre pays, aux yeux du monde, que c'est pas parce que je suis une femme que je ne peux pas, être prise au sérieux. Non seulement je suis une femme, mais en plus de ça, il y en a dans la tête et je peux faire quelque chose pour mon pays. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est ça. Par rapport à... C'est vraiment que les hommes vous laisseraient faire tout ça pour votre pays? Ah ben oui, ils ont intérêt, hein, parce que ton côté, voilà. Donc nous sommes quasiment arrivés à la fin. Merci, nous vous souhaitons bonne chance. Merci beaucoup, madame. Notre émission est terminée. Je vous retrouve prochainement avec un nouvel invité. Je vous dis merci et au revoir.